Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de 19h, le live. Et on accueille tout de suite sur notre plateau Nicolas Best, le directeur du CHU de Nîmes. Bonsoir Monsieur Best. Bonsoir Monsieur Samary. Et le professeur Emmanuel Delacoussé. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Samary. Merci d'être avec nous ce soir sur Objectif Gare. La première question Monsieur Best, on voulait forcément savoir tout de suite quelle est la situation précise dans l'établissement nîmois. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, jamais depuis la création de l'hôpital de Nîmes en 1313 par Raymond Ruffi, et donc l'histoire multiséculaire de l'hôpital de Nîmes et sa transformation en CHU en 1971, l'hôpital n'a dû faire face pour une seule pathologie et pour une même pathologie à autant de patients. Ce soir, nous avons 240 patients atteints de Covid au sein du CHU de Nîmes, dont 65 en soins critiques. C'est un chiffre tout à fait exponentiel puisque lors de notre dernière interview, le 19 octobre, nous décomptions 65 patients. Donc nous avons 4 fois plus de patients atteints de Covid-19 en 15 jours hospitalisés, dont 65 en soins critiques, c'est-à-dire présentant des détresses respiratoires importantes, d'où un phénomène de saturation du CHU que nous évoquerons tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui explique que ces chiffres ont autant explosé en 15 jours? Qu'est-ce qui l'explique, professeur, peut-être? Écoutez, je n'en sais rien, et plutôt que de faire des supputations qui seraient complètement gratuites, ce que l'on constate, c'est que alors qu'en Occitanie, on a une tendance à atteindre un plateau, nous, dans le Gard, ça continue à monter, mais bien au-dessus. Je vais prendre un exemple, que ce soit au niveau de la Haute-Garonne ou de l'Hérault, qui étaient quand même des endroits extrêmement sensibles, eh bien, ils sont inférieurs à 500 pour 100 000 en termes d'incidence. Nous sommes en gros à 600. Nous étions à 600 hier, alors que 2 jours avant, on était à 530 pour 100 000 habitants. Donc ceci veut dire que ça continue à monter et que grâce au confinement, nous aurons, j'espère, comme on a eu lors de la première vague, on aura un ralentissement. Mais là, nous allons continuer sur 15 jours qui vont continuer et on va avoir une période, là on attaque une période extrêmement difficile. On est dans une montée comme ça. Comment on peut agir? Vous parliez effectivement du reconfinement. C'est la seule solution aujourd'hui pour faire baisser la pression hospitalière? Alors la pression hospitalière, elle est sur nous à l'heure d'aujourd'hui. Ce que nous pouvons simplement faire, comme les semaines précédentes, c'est continuer à libérer des nouvelles capacités dans des limites, évidemment, qui restent celles d'un CHU à taille humaine. Et donc nous avons encore programmé des sectorisations de services entiers qui vont basculer en haute densité virale, c'est-à-dire libérer leurs lits en faveur d'une prise en charge de patients Covid. Le point le plus délicat étant à ce stade les lits de réanimation, puisque pour libérer des capacités et des ressources humaines très difficiles et très techniquement formées à cette prise en charge, nous allons devoir malheureusement déprogrammer et accélérer des déprogrammations opératoires, puisque c'est la seule ressource disponible à un instant T, sans parler des perspectives de recrutement qui sont beaucoup plus longues à assurer. Donc pour ces prises en charge, si on devait encore passer le cap supérieur aux 65 patients en soins critiques que j'évoquais à l'instant. Vous avez procédé également depuis la semaine dernière à des transferts vers d'autres hôpitaux, vers la Bretagne, vers Toulouse, qui est finalement l'énorme symptôme. Enfin, tout le monde qui a pu effectivement constater ces transferts a bien compris qu'à la différence du printemps dernier, c'était nous qui étions acculés à ce stade. C'est oui. Ça. Oui, alors effectivement, on a pris le week-end, pas le week-end qui vient de passer, le week-end dernier, nous avons accueilli 60 patients Covid en 2 jours et 15 le vendredi, on a accueilli 15 malades critiques, c'est-à-dire 15 malades qui nécessitaient la réanimation. C'est énorme, énorme. Et donc, on avait besoin, d'une part, si on avait une deuxième vague qui arrivait, eh bien, il fallait absolument que l'on transfère des malades. Et avec l'ARS Occitanie et avec la cellule de crise nationale, eh bien, nous avons transféré, comme vous l'avez dit, une partie des malades sur Toulouse et l'autre partie en Bretagne. Et j'en profite pour remercier tous les collègues qui ont accepté ces malades.
De nouveaux transferts sont à l'ordre du jour. Alors, de nouveaux transferts seront délicats à organiser puisque nous avons organisé ces transferts avant que les autres régions ne soient saturées. Et c'est la raison pour laquelle le directeur général de l'ARS avait, dès le lundi de la semaine dernière, organisé en lien avec nos équipes ces transferts puisqu'il savait que par la suite, ces transferts seraient beaucoup plus difficiles à organiser et à mobiliser. Donc à ce stade, des informations dont on dispose, si on peut encore avoir des transferts intra-régionaux en fonction des possibilités des uns et des autres, avec le CHU de Montpellier, avec le CHU de Toulouse notamment, d'avoir des capacitaires ponctuellement libérés pour des besoins d'une autre structure. Les transferts interrégionaux dans le cadre du dispositif national d'évacuation sanitaire seront quasiment impossibles dans les prochaines semaines, compte tenu de la montée en charge de la pathologie dans toutes les régions qui seront vite également saturées, alors qu'elles ne l'étaient pas encore, notamment la Bretagne et l'Ouest, au moment où nous avons organisé ces transferts il y a maintenant une semaine. On l'avait dit, on en a parlé, notamment dans le cadre d'interviews qu'on a pu faire ensemble. Il faut le souligner, hein, le CHU s'était préparé. Je veux dire, et fort heureusement que vous aviez quand même anticipé, bien évidemment, ce risque, même s'il a explosé depuis et qu'on a de plus en plus de malades. La question que j'ai presque envie de poser là au professeur, c'est dans quel état d'esprit sont les soignants, les médecins, etc. Comment ça va ? Alors, comme j'avais déjà dit, nous sommes toujours fatigués, épuisés, plus les gens qui attrapent la maladie. Cependant, actuellement, devant l'afflux et devant ce qui se passe actuellement, les médecins et les soignants sont complètement mobilisés. Là, je revenais d'une réunion avec tous les chefs de pôle du CHU et tout le monde est mobilisé pour faire face et dans une union, je dirais l'union sacrée. Mais cette union sacrée n'est pas qu'au niveau du CHU. On travaille aussi en pleine harmonie, je dirais, avec, bien entendu, les autres hôpitaux du territoire, mais également avec les cliniques privées, avec les c'est ce que j'allais vous demander, parce que etc. C'est une question qui revient. Est-ce que vous êtes en capacité de vous appuyer sur la Polyclinique du Grand Sud, sur d'autres établissements privés, Absolument. Les franciscaines, etc. Absolument. La Polyclinique Grand Sud a créé 2 lits de réanimation, et la clinique des franciscaines est en train d'organiser pour augmenter ses possibilités de réanimation avec 5 lits supplémentaires pour pouvoir accueillir des malades qui soient Covid ou non Covid. Non, on travaille en parfaite harmonie tous. Et le reste, il n'y a pas de polémique. Et il n'y a pas à avoir de polémique sur ce sujet. Tout le monde travaille ensemble. Comme je vous l'avais dit lors de la première vague, nous sommes d'abord médecins. Et notre rôle, c'est de sauver les gens. Donc là, on ne se pose pas la question, etc. On y va, et sans état d'âme. Encore une fois, excusez-moi, mais je vous en prie. Il n'y a pas eu de difficulté de coordination territoriale pour mobiliser les ressources et de la clinique des franciscaines et de la PGS, contrairement à ce qu'on a pu lire par ailleurs, sur le terrain. Nous avons pu obtenir l'ouverture de lits supplémentaires de réanimation qui seront précieux pour passer le cap de cette semaine à la clinique des franciscaines, avec le soutien et les renforts en personnel du groupe Elsan, propriétaire de cette clinique, et ceci dans un cadre consensuel, orchestré, coordonné, y compris avec la structure territoriale régionale du groupe Elsan, et encore une fois, avec une ouverture capacitaire cette semaine supplémentaire qui sera précieuse pour obtenir, puisqu'on en est là, quelques lits de réanimation supplémentaires, encore une fois, pour passer le cap et éviter peut-être encore d'autres déprogrammations au CHU qui ne captent pas tout seul toutes les filières, mais qui articulent ces filières avec les hôpitaux d'Alès et Bagnols-sur-Cèze et les cliniques nîmoises. Un mot sur les déprogrammations ou les reprogrammations. Rappelons-le, bien évidemment, ce sont des reprogrammations quand il ne s'agit pas d'un état vital. Enfin, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ce sont surtout à ce stade, bien évidemment, des gens où le report est possible en termes d'intervention. Un mot quand même, vous aviez parlé précédemment d'un protocole médical qui était mis en place en réanimation qui permettait de gagner quelques jours, c'est-à-dire permettre effectivement de faire sortir plus rapidement des gens de la réanimation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce protocole fonctionne ?
personnes, ou vous vous rendez compte que les dernières personnes qui arrivent, ça ne fonctionne pas, ce protocole? Non, ce protocole fonctionne, mais le protocole ne fonctionne pas à 100%. Il y a un certain taux qui évite de passer en réanimation, qui évite la respiration artificielle, mais il n'est pas de 100%. Donc, effectivement, il y a un progrès, et ces malades, à ce moment-là, passent plus vite, puisqu'ils ne sont pas sous respiration artificielle, mais ceux qui ont besoin de respiration artificielle, ça va durer plus longtemps, ce qui est logique. Et M. Samary, quand même, un message. On entend partout que ça concerne surtout les sujets âgés fragiles. C'était la prochaine question, effectivement. Voilà. Qui c'est qui arrive aujourd'hui à l'hôpital? Non, on en a des sujets de plus en plus jeunes qui sont atteints et qui sont graves, qui sont sous respiration artificielle, voire même sous circulation extracorporelle pour apporter de l'oxygène autrement que par les poumons. Ce sont il y a des gens qui ont moins de 40 ans et qui sont atteints maintenant. Donc, attention. Avec des formes graves. Avec des formes graves, bien sûr. Les formes chez les jeunes, les formes ne sont pas graves, ils viennent pas. Ils sont asymptomatiques d'une manière générale. Par contre, lorsqu'ils sont atteints, ce sont des formes graves, ce sont des formes de réanimation. Et ce sont des personnes qui avaient d'autres maladies? Pas forcément. Donc c'est pour ça que les mesures barrières, etc., les masques, ce que je dis depuis, à chaque fois qu'on se voit, je le dis, je le répète, vous savez, c'est comme la cigale et la fourmi. La cigale a oublié de mettre le masque, et quand l'hiver est arrivé, la fourmi, elle avait prévu. Voilà, je pense que voilà encore une fable de La Fontaine qui s'applique bien maintenant. Les chiffres de Santé publique France sont tombés ce soir. Le nombre de décès quotidiens a augmenté de manière significative. C'est la première fois depuis le début de cette seconde vague. Est-ce que c'est des éléments que l'on retrouve aussi au CHU de Nîmes, c'est-à-dire avec un petit peu plus de décès ces derniers jours? Alors, qu'il y ait plus de décès, oui. Le chiffrage n'a pas encore été fait, donc c'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'il faut comparer, bien entendu, entre une période et une autre période. Des décès, il y en a malheureusement tout le temps. Donc, tout le temps, pas... Il y en a, et donc là, je ne peux pas donner de chiffres, ce serait malhonnête de ma part. Monsieur Best, un mot sur les EHPAD. On est dans quelle situation également dans les EHPAD qui appartiennent au CHU? Alors, ceux qui sont sous la direction du CHU sont stables à ce stade. Nous avons eu quelques cas, mais qui ont été immédiatement hospitalisés sur le site de Carimo pour éviter de fixer un cluster sur place, tout en prévoyant des zones et des unités en haute densité virale au cas où plusieurs cas se multiplieraient, comme on l'a vécu à Serre-Cavalier entre mars et juin. Pour tout ce qui est des autres EHPAD, nous avons par contre, hors CHU, hors du périmètre du CHU, réactivé une cellule d'appui gérée par nos gériatres, sollicitée par de nombreux EHPAD dans le département, qui peut, sans difficulté, sur des résidents atteints de Covid et qui deviennent très fortement dégradés rapidement, sans personnel médical, voire infirmier sur place, y compris en nuit profonde, et sur lequel on compte maintenant sur un filet de prise en charge par le SAMU et au niveau téléphonique, voire peut-être sur un système de prise en charge par des équipes mobiles se déplaçant en EHPAD qui sont en réflexion compte tenu de la dégradation rapide de la situation. Donc il ne faut pas préjuger de ce qui peut impacter nos EHPAD dépendants du CHU, même si à ce stade ils sont préservés, puisque dans d'autres EHPAD du département, y compris de Nîmes, la situation est très très dégradée. Une question, monsieur le directeur, qui a été posée par l'un de nos lecteurs cet après-midi, que je vous soumets. Ma mère est hospitalisée depuis 12 jours en soins intensifs neurologiques, 12 jours sans avoir vu son mari et ses enfants. Nous avons besoin de la voir, elle a besoin de nous voir pour son moral et être rassurée. À quand les visites autorisées pour les familles, pour les cas d'urgence? Dans la situation actuelle, on ne peut pas fixer un cadre général d'autorisation des visites, on le comprend bien, et c'est d'ailleurs prévu dans le cadre des dispositions nationales, bien évidemment. En revanche, sur autorisation spécifique du chef de service ou du praticien qui suit madame, des visites à titre exceptionnel peuvent tout à fait être accordées
ponctuellement dans le cas que vous évoquez. Il suffit de contacter le praticien qui suit cette patiente pour en obtenir l'autorisation. Il en va de même pour les structures comme Cercavalier, où encore ce matin on a évoqué la situation et rappelé la possibilité d'organiser des visites, mais programmées dans le temps et fixées à l'avance pour pouvoir les planifier et éviter des flux trop importants sur ces différents sites. On est bien conscient que toutes ces mesures barrières d'interdiction générale supportent des exceptions, qu'elles posent des problèmes éthiques lourds, mais il faut bien comprendre que la situation du site principal, Caremo, est en soi tendue et que ce cadre général de mesures barrières s'applique y compris aux flux extérieurs, dont les familles, les visiteurs, et bien entendu, d'autres visites sont strictement interdites, comme celles des visiteurs hospitaliers, des sociétés pharmaceutiques ou des autres interlocuteurs habituels des structures hospitalières qui, elles, sont désormais prohibées. Donc on a bien un cadre général qui est posé, qui est d'ailleurs qui est décliné au niveau national, mais qui peut, pour des raisons médicales objectives et sur sollicitation des praticiens, supporter des exceptions, bien entendu, pour mêler respect des mesures barrières et éthique. Monsieur le directeur, une dernière question, j'en aurai une pour vous également, professeur. Une dernière question sur les capacités, les ressources. Est-ce que vous êtes confiant quand même sur la capacité du CHU d'arriver à trouver les solutions pour pouvoir accueillir les Gardois encore ces prochains jours? Alors, la force du CHU, comme l'a rappelé le professeur Delacoussé, c'est la mobilisation de ses équipes et le caractère unitaire de son action, alors que cette crise que nous vivons maintenant dans une accélération assez difficile à appréhender, aurait pu aboutir au résultat inverse. En revanche, il ne faut pas nier, comme je le disais, que mobiliser 250 lits sur un potentiel, toute spécialité confondue, qui fait à peine 900 lits, est une gageure que on a tenue jusqu'à maintenant, mais qui ne pourra pas être tenue indéfiniment. Encore une fois, on doit concilier tous les jours les programmes opératoires, les autres priorités de santé publique avec la prise en charge des patients Covid, et on est à la limite du système. Nous avions anticipé en créant une 50aine de lits de soins critiques, ce qui est absolument énorme. Il faut savoir que pour des lits de réanimation supplémentaires, c'est une infirmière pour 2 lits, soit 6 infirmières pour armer un lit de réa à recruter. Donc c'est absolument colossal. Le travail préparatoire qu'on a fait est absolument majeur, encore une fois. Je le soulignais tout à l'heure. 31 à 46 lits de réa. Non, il faut en avoir conscience. 50 lits de soins critiques, c'est 300 personnels de plus mobilisés sur ces soins critiques. Et malgré ça, le système tient à peine parce que, encore une fois, on a multiplié par 4 la prise en charge Covid en l'espace de 15 jours. Donc on est en limite du système dans un CHU qui a une capacité globale, encore une fois, qui n'est pas extensible à l'infini. Et cette limite, on est en train de la toucher du doigt à ce stade. Donc nous avons encore des ressources, mais qui seront liées à des déprogrammations supplémentaires, à des équipements supplémentaires des services de médecine, ce qui est la dernière parade, ce qu'on appelle les optiflots, qui seront déployés dans les prochains jours dans les services de médecine, et à titre compassionnel et à titre de dernier rempart en cas d'insuffisance des lits de soins critiques, permettant de réaliser une oxygénothérapie en service de médecine, mais on est bien là dans les dernières mesures d'extension et capacitaire et de prise en charge en matière de pathotechnique pour faire face à une croissance dans les prochains jours. Il est clairement établi qu'on ne pouvait pas prévoir, il y a 15 jours seulement, la multiplication par 4 de cette prise en charge. Professeur, un mot pour nos lecteurs, pour ceux qui regardent ce soir l'émission. Je sais que vous allez inlassablement vous répéter, mais c'est important parce qu'on a des jeunes, des moins jeunes qui nous regardent et qui suivent Objectif Gard. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir ? Monsieur Samary, je voudrais dire 2 choses. Je vais préciser ma réponse sur la question tout à l'heure sur la mortalité. Le ou la Covid tue. Donc nous ne sauverons pas tout le monde. Nous ne sauverons pas tout le monde. D'où la nécessité de porter le masque, de faire les mesures barrières et de respecter le confinement.
Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le deuxième point que je voulais dire, c'est attention par rapport à la première vague. Vous savez, je vous l'avais dit, on a vu lors de la première vague des infarctus comme on n'en voyait plus parce que les gens ne voulaient pas, avaient peur d'attraper le Covid ou la Covid. Enfin, vous savez, on meurt plus quand même d'un infarctus non traité que de la Covid. Donc attention, n'oubliez pas, appelez le 15 et on a des circuits basse densité virale, haute densité virale, et donc je vous en prie, n'oubliez pas, la santé, c'est quelque chose d'important, il n'y a pas que la Covid, et puis pour éviter la Covid, protégez-vous, faites comme la fourmi, non pas comme la cigale. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci monsieur Best. Merci à vous. Merci professeur. Merci à vous. Allez, je vous propose de découvrir tout de suite la minute reconfinement. Thierry Allard, notre journaliste à Bagnols-sur-Cèze, est toujours confiné chez lui, mais il a prévu quelques propositions culture pour nous faire passer le temps plus rapidement. Ce soir, il nous propose un roman historique, La fabrique des salauds, de l'allemand Chris Kraus. Comme lors du premier confinement, Objectif Gare a choisi de ne pas vous laisser tomber et au contraire de vous aider à passer ce cap en vous proposant tous les jours un petit conseil culturel. Aujourd'hui, si comme moi vous aimez les pavés et les romans historiques, alors La fabrique des salauds par l'allemand Chris Kraus est fait pour vous. Comme son titre l'indique, le livre va se concentrer sur le basculement de deux frères ordinaires venus de Lettonie, Koja et Upsi, dans le nazisme sous le Troisième Reich. Comment ils vont devenir des salauds à coups de renoncement, de complaisance et même parfois de foi sincère dans un régime pourtant déjà implacable et meurtrier, et comment ils en seront conduits à commettre les atrocités que l'on connaît. À travers des personnages finement ciselés, Chris Kraus parvient à nous faire voir l'histoire du côté du mal, du côté des salauds. Et il lui faut bien 900 pages pour introduire suffisamment de nuances afin d'éviter de tomber dans un récit complètement manichéen et binaire. C'est d'ailleurs la grande force de ce livre qui nous rappelle que les salauds, tous salauds qu'ils sont, restent avant tout des humains. Un roman magistral qui vous permettra de passer les longues soirées d'hiver et les tout aussi longues journées de confinement. La fabrique des salauds par Chris Kraus, c'est sorti l'année dernière chez Belfond et il y a quelques semaines en poche chez 10-18 et ça se trouve pour environ 10 €, notamment sur le site des librairies indépendantes. À suivre sur Objectif Gare ce mardi à 7h, notre rédaction vous proposera un fait du jour consacré à ce couple gardois séparé par 11 000 km depuis un petit peu plus de 2 ans et demi. Christophe, originaire de Kono, et Karen, sa fiancée, rencontrée aux Philippines, vivent une belle idylle. Ils avaient prévu de se marier pour concrétiser leur amour, mais la crise sanitaire est venue s'en mêler. Alors que Christophe est rentré en France, Karen est toujours coincée à plus de 11 000 km de lui. Le couple cherche donc désespérément un moyen d'être réunis. La suite, c'est à découvrir demain à 7h sur Objectif Gare. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 19h, le live. Je voudrais remercier Romain Curat pour la réalisation de cette émission, remercier notre rédaction qui s'est mobilisée ce lundi pour vous proposer cette heure passée d'informations en direct dans ce contexte si particulier. On vous donne rendez-vous demain mardi à 19h. Notre invité, David Tebib, le président de l'USAM Nîmes-Gare et président des clubs de hand de France. Avec lui, on reviendra bien évidemment sur la crise sanitaire qui touche le sport, mais on parlera aussi politique. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer ce soir, demain, tout au long de la journée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous donc demain à 19h. Passez tous vraiment une très très bonne soirée.